Avant d'écouter votre épisode, je me permets de vous parler de quelque chose. En septembre, je lance officiellement mon studio créatif pour aider les indépendants et les entreprises à créer leur contenu et plus précisément leur podcast. En ce sens, si ce projet est dans un coin de votre tête, j'aurai besoin de 5 minutes de votre temps pour répondre à mon enquête qui se trouve dans les notes de l'épisode. Merci infiniment par avance. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'Exposition universelle 2020 ou encore le Musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à Hello from Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Ilham, la cofondatrice de l'agence de voyage Mes Vacances à Dubaï. Bonjour Ilham. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans le podcast aujourd'hui pour qu'on parle de la start-up française que vous avez montée, je crois pas toute seule, vous étiez deux à le monter. Tout à fait. Cette agence qui s'appelle Mes Vacances à Dubaï. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtriez pas à Dubaï et pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs? Alors, pour ma part, donc je m'appelle Ilham, de nationalité française. Je viens de base de Paris. Je suis à Dubaï depuis 2012 maintenant, donc ça fait un peu plus de 8 ans. Et donc d'origine marocaine et j'ai 32 ans. Bon, on a exactement le même âge. Et votre rôle dans l'aventure de Mes Vacances à Dubaï? Alors, au sein de Mes Vacances à Dubaï, donc je suis la créatrice de l'agence Mes Vacances à Dubaï. Et je suis aussi donc la directrice générale en parallèle qui manage un petit peu tout de la création, marketing, en passant par la vente, au service client, comptabilité. Je manage vraiment, je suis sur tous les fronts. Ouais, ce qui se passe quand on est deux en général à gérer une petite entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc des vacances à Dubaï, j'ai envie que tu nous expliques dans quel contexte, il y a combien de temps vous êtes arrivé à Dubaï? Alors, pour ma part, donc je suis arrivée à Dubaï en 2012, exactement le 26 août 2012, à la fin de mes études, pour une nouvelle aventure. Donc, de base, je pensais à Londres et puis après, je me suis dit, pourquoi pas Dubaï, parce que j'avais de la famille qui habitait déjà ici. Du coup, c'était plus simple pour moi pour m'installer. Et étant déjà venue en vacances dans cette ville qui m'avait beaucoup plu, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure ici, étant un pays moderne, très ressemblant à l'Europe, combinant aussi la culture arabe puisque je suis d'origine marocaine et musulmane puisque je suis aussi de confession musulmane. Donc je me suis lancée il y a 8 ans toute seule à l'aventure avec un sac à dos à Dubaï. Et qu'est-ce que vous faisiez en France à ce moment-là? En France, je venais de terminer mes études. Ah oui, d'accord. J'avais pas encore eu d'expérience, juste un job étudiant à Leroy Merlin. Ça doit sonner, cette agence, cette entreprise doit avoir écho chez tous les Français. Donc j'avais un job étudiant là-bas, les samedis, dimanches et les jours fériés, tout simplement. D'accord. Et quand vous êtes arrivé à Dubaï, j'imagine que avec un sac à dos, j'imagine que c'est peut-être un peu plus simple d'arriver
arrivé avec un sac à dos en 2012. Quelles ont été les actions que vous avez mises en place dès le départ? Est-ce que vous avez cherché un job? Est-ce que vous avez directement cherché à créer votre entreprise? Mes vacances à Dubaï, le 14 décembre, fête ses 3 ans. Ok. Donc je n'avais pas encore cette société-là. Je suis arrivée à Dubaï et j'ai directement cherché un boulot que j'ai trouvé en 3 semaines avec beaucoup de chance dans un groupe canadien. J'étais l'assistante du directeur marketing puisque mes études ont été tournées vers le marketing. Je suis restée dans cette entreprise 2 ans. Ensuite, je suis retournée en France pour ouvrir une boutique de robes sur mesure de soirée. Et en fin de compte, mon retour en France ne m'a pas réussi. J'aimais pas trop ma petite vie là-bas. Je préférais largement ma vie à Dubaï. Donc, je suis revenue en 2017 et j'ai créé donc mes vacances à Dubaï. Ok. Donc déjà cet esprit un petit peu entrepreneurial avec ce magasin de robes. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, et pour ceux qui nous écoutent, en fait, qui voudraient créer leur entreprise, c'est que toi, déjà, comment t'as eu l'idée? Est-ce que tu... Pardon, j'alterne le tutoiement et le vouvoiement. J'accepte les deux. Est-ce que c'est peut-être plus simple avec le tutoiement? Est-ce que voilà, tu as eu cette idée parce que tu as fait une étude de marché, ou est-ce que tu as eu cette idée parce que c'était profondément un manque toi que tu avais? Comment tu as trouvé ton associé? Si tu peux nous raconter un peu, voilà, comment on passe finalement de l'idée à l'action et comment on a cette idée quand on arrive comme ça dans un pays, certes dans lequel tu avais vécu, mais bon, qui n'était pas non plus ton pays d'origine. Exactement. Alors, comme toute jeune personne qu'il y a actuellement sur cette planète, on a tous des réseaux sociaux. Et du coup, j'avais un réseau social qui s'appelle Snapchat. Je ne sais pas si on peut citer les noms, mais moi, je cite tous les noms. Ouais, pas de problème. Ça s'appelle Snapchat. Et du coup, dessus, je filmais un petit peu ce que je faisais à Dubaï, etc. Et sur mon Snapchat, dès que je postais quelque chose sur Dubaï, on me demandait quelle adresse c'était, où est-ce que c'était, etc. Donc, au départ, c'était une fois de temps en temps. Et puis, ça devenait de plus en plus fréquent. Chaque endroit où je mettais les pieds, on me demandait où est-ce que c'était. Donc, je me suis dit, s'il y a autant de monde qui me demande les adresses, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'aiguiller dans la ville et qu'il y a vraiment un manque d'informations à ce niveau-là. Du coup, j'ai créé un blog sur lequel, en fin de compte, je partageais toutes mes bonnes adresses de Dubaï en tant que résidente, en fin de compte, pour que le touriste puisse aussi aller dans les adresses que les résidents connaissent et qu'en tant que touriste, on n'est pas amené à les connaître puisqu'on ne connaît pas du tout la ville. Donc, j'ai créé ce blog-là et j'avais beaucoup de personnes du coup qui s'y intéressaient et on m'a demandé petit à petit où trouver des activités, etc. Donc moi, je redirigeais les gens à droite à gauche sans vraiment savoir où est-ce que je les redirigeais, si c'était des choses bien ou pas, et jusqu'à ce qu'on me demande une dizaine de fois que les personnes voulaient les acheter chez moi. Mais moi, je n'avais pas d'entreprise à cette époque-là, donc je ne pouvais rien vendre et je me suis dit, si les personnes à ce point veulent les prendre chez moi, c'est que y a quelque chose aussi qui manque à Dubaï, peut-être une proximité avec le touriste, peut-être une confiance qui n'est pas encore créée. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai commencé à créer l'entreprise et à vendre vraiment les activités les plus basiques qui étaient les plus demandées. Donc, le safari, le quad, le jet ski. Et ensuite, petit à petit, j'ai démarché un peu tout le monde. J'ai testé toutes les activités de Dubaï. Il y en a même certaines qui se sont très mal passées. Il y en a certaines où on a risqué notre vie. Vraiment tout testé et ce qui fait qu'aujourd'hui on a une confiance très forte avec notre clientèle parce qu'on est sûr et certain de la qualité de ce que l'on vend. On sait pertinemment qu'aucun client ne nous écrira pour nous faire un mauvais commentaire, du moins sur son expérience en soi, puisque ça a été testé au préalable et on refait des tests tous les 3 mois en anonyme, soit on envoie des amis, soit des membres de notre famille ou alors on y va sans prévenir et pour revoir ça. Concernant la rencontre avec mon associé... Et juste, j'ai une petite question juste avant. Pour proposer, en fait, concrètement, comment ça se passait? En fait, vous testiez les activités auprès d'organismes et vous faisiez des partenariats avec des organismes pour après les proposer. Exactement. Donc, on est un intermédiaire entre le touriste et le prestataire. Donc, du coup, on allait vivre l'activité pour comprendre, en fin de compte, ce qui attendait nos clients, ce qu'ils allaient vivre. Bien aussi. Sûr. Déjà pour pouvoir leur expliquer
ce en quoi consiste l'activité et surtout, s'il se passe quelque chose durant l'activité ou autre, comprendre déjà si ça peut être la vérité ou non, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas très honnêtes, mais aussi vraiment connaître le cheminement, savoir exactement ce qu'il se passe, pouvoir répondre aux restrictions de certains, aux exigences d'autres, voilà. Donc et ensuite nous donc on signe un contrat avec ce prestataire-là et on vend son activité sur notre plateforme de réservation en ligne. D'accord, super, très clair. Du coup, la rencontre avec ton associé, parce que je t'avais coupé. Ok, donc mon associé de base, c'est une personne qui habite à Paris également, donc ma ville d'origine, qui avait une agence d'événementiel donc à Paris et qui avait organisé un de mes anniversaires. Elle avait pour projet de venir à Dubaï juste après. Et comme du coup j'habitais à Dubaï, je lui ai dit c'est cool, on se verra une fois sur place, etc. Et une fois qu'elle est arrivée donc à Dubaï, elle est restée 3 mois pour faire un réel break de la région parisienne, son stress et sa vie. Et du coup, on a sympathisé durant ces 3 mois-là et je lui ai proposé cette idée. Elle a été enchantée et elle s'est mise dans l'aventure avec moi, tout simplement. Ok, super. Donc il y a 3 ans. Et aujourd'hui, donc vous proposez donc toute une panoplie donc de services, d'activités, comme tu me disais. Quels sont vos clients en fait? Quels sont les types de clients que vous avez? Alors nos clients sont des personnes qui sont basées essentiellement entre la France, la Belgique et la Suisse. On a aussi un petit peu d'anglais, un petit peu d'allemand et Nord-Afrique, donc Maroc, Algérie, Tunisie. Ce sont des jeunes, on va dire, entre 18 et 35 ans principalement, des groupes d'amis, des familles aussi parfois. On a aussi des personnes qui ont plus de 35 ans, mais c'est plus rare. On va dire que notre clientèle se concentre dans cet âge-là. Et vous, pour quelle occasion en fait vous êtes amené à organiser des activités? Est-ce que c'est simplement des activités, enfin pas simplement mais touristiques? Est-ce que vous faites par exemple des mariages? Est-ce que vous intervenez sur ce genre de... Alors non, on ne fait pas les mariages parce qu'on estime que cela relève de l'événementiel et nous on n'est pas dans l'événementiel, on est dans le tourisme. Par contre, lorsqu'on a une demande, on ne refuse pas le client, on le redirige vers des prestataires de confiance que l'on connaît. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas toucher à tout puisqu'on n'est pas spécialisé dans l'événementiel, on préfère laisser chacun son métier. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez quelques concurrents à Dubaï. Est-ce que c'est une question qui se pose pour vous distinguer de la concurrence? Comment vous faites? Est-ce que vous avez une stratégie ou... Alors, pour ma part, je ne considère pas avoir des concurrents sur Dubaï, mais des confrères. Je pars du principe où on a tous un but dans la vie, c'est d'avoir un salaire à la fin du mois qui nous permet de payer notre loyer, notre nourriture, l'école de nos enfants, etc. Donc voilà, je ne considère pas ces personnes-là comme des concurrents, mais comme des confrères. Et ce n'est pas une crainte, mais plutôt un challenge d'avoir des personnes auprès de qui on peut se comparer, on va dire. Même si très sincèrement... Avec toute modestie, je ne me compare à personne dans le sens où ma vision des choses est unique, c'est la mienne uniquement, je ne partage pas la vision des autres, je n'ai pas le cerveau des autres, ils n'ont pas mon cerveau non plus, donc c'est pas même pas une comparaison, mais je suis contente qu'il y ait d'autres agences parce qu'au vu du nombre de touristes qu'il y a à Dubaï, si on était les seuls, on aurait un petit peu trop de pain sur la planche et d'ailleurs comme des mois comme le mois de décembre, je suis contente d'avoir des confrères qui puissent aussi partager avec nous toute la venue des touristes aux Émirats. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ton quotidien, une journée type, pour qu'on s'imagine un petit peu comment ça se passe? Alors, une journée type de la directrice de mes vacances à Dubaï. Lever entre 6h et 7h du matin. Donc on commence avec une petite séance de sport ou une petite promenade, vraiment juste pour s'aérer l'esprit, parce que comme le téléphone commence à sonner dès qu'on le met on recommence à recevoir tous les messages, tous les emails. Donc on commence, les journées commencent à 9h et après elles peuvent se terminer à 20h, 21h, 22h. Enfin quand on est auto-entrepreneur dans une start-up, on compte pas vraiment ses heures et surtout c'est un plaisir de travailler pour soi. C'est un peu un rêve qui est réalisé, donc c'est pas du tout une charge, c'est vraiment une passion pour moi. J'adore le contact que j'ai avec ma clientèle. J'adore ce que je fais. Ma vie me convient parfaitement. Donc voilà, des longues journées, mais qui en valent le coup et qui nous a permis aujourd'hui d'être une bonne référence dans le tourisme francophone à Dubaï. Et qu'est-ce que tu préfères faire, toi, dans ton métier? Ce que je préfère faire, j'ai pas vraiment de préférence, mais
être au contact du client, échanger avec eux, puisque je suis aussi sur le terrain, donc je ne suis pas que derrière un ordinateur, etc. Je vais à la rencontre de mes clients aussi, lorsqu'ils ont besoin de nous, lorsqu'ils ont besoin de nous rencontrer. C'est vraiment tout. Rencontrer mes clients, discuter avec eux, faire leur programme de vacances, aussi découvrir de nouvelles activités à Dubaï, aller à la recherche de nouvelles adresses, découvrir la ville aussi, puisque Dubaï, c'est une ville qui évolue à une vitesse constamment, qui change tout le temps. Donc aussi aller à la découverte de la ville dans laquelle on vit actuellement. Et juste, j'ai encore 2 petites questions avant de finir par des questions rapides que je pose toujours sur Dubaï. Juste en fonction parce que j'ai beaucoup de demandes moi-même par rapport aux interviews, les types d'entreprises qu'il faut créer, combien ça coûte. Après, si tu veux pas en parler, je comprends. Quel type d'entreprise, toi, tu as dû créer pour Mes Vacances à Dubaï? Alors, pour Mes Vacances à Dubaï, c'est un e-commerce. C'est une licence e-commerce que l'on a puisqu'on a une plateforme de réservation en ligne. On est en free zone, tout simplement pour avoir 100% des parts de l'entreprise, même si cette loi a changé il y a quelques mois. Mais voilà, ça a été créé en free zone à Dubaï et c'est une licence e-commerce. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais me faire part d'un grand défi et d'une grande victoire jusqu'à présent dans l'aventure Mes Vacances à Dubaï? Alors, un grand défi, c'était d'atteindre Monsieur Zidane. Wow. Qui viennent en partenariat avec nous à Dubaï. Donc ça, c'était un grand défi. On m'a envoyé son bras droit pour venir me rencontrer à Dubaï, pour voir si on était une vraie entreprise, qu'on existait vraiment, qu'on était des gens sérieux, etc. Donc ça, c'était un grand défi qu'on a relevé. Après, on est 2 nanas, on est très courageuses, on est déterminées, motivées, on n'a peur de rien, on va vraiment toquer aux portes où il faut toquer et advienne que pourra. Donc voilà, ça, c'était un grand défi qu'on a relevé et réussi. Donc c'est plutôt une fierté pour nous, puisqu'on se dit franchement, si on a réussi à atteindre Monsieur Zidane, c'est qu'en fin de compte, on a les clés pour atteindre pas mal de monde. Après, on a aussi eu l'opportunité d'atteindre les Kardashian, mais ça, c'était un peu plus compliqué pour les amener à Dubaï, puisque c'est un peu, au niveau de la gestion, c'est un peu plus compliqué. Mais pareillement, on a réussi à être mis en contact avec Kris Jenner, voilà. Waouh. Ça, c'est vraiment un gros défi qu'on a relevé et c'était vraiment pas mal. Et ma plus grosse fierté, c'est ça la question? Ouais, plus grosse victoire, plus grosse fierté et plus grand défi finalement, ou peut-être fierté et défi. T'as répondu. C'est ça en fin de compte. La fierté, c'est de pouvoir, d'avoir la confiance, d'obtenir la confiance de grandes personnalités comme celle que je viens de citer, pour une petite start-up qui est partie de rien, d'une idée lambda et qui a pris son chemin de manière naturelle, même pas calculée. Ouais, surtout que tu t'es lancée toute seule, c'est pas évident. Voilà, c'est au départ, il y en a beaucoup qui se lancent à plusieurs, toi tu t'es lancée seule quand même. Voilà, à 6000 km de ma famille, ouais. etc. Mais moi j'ai peur de rien en fait, ça me fait pas peur tout ça. Et un plus grand échec. Tout à fait. J'ai un très bon exemple qui pourra d'ailleurs aider beaucoup de personnes qui déménageront à Dubaï ou qui sont déjà à Dubaï et qui veulent créer leur société. Donc, quand j'ai décidé de faire mes vacances à Dubaï, j'avais aucune connaissance sur l'entrepreneuriat puisque je n'ai jamais travaillé dans ça. J'avais aucune connaissance sur la création d'entreprises à Dubaï et un ami très très proche de l'époque m'avait présenté à une agence de communication basée à Dubaï justement pour ouvrir cette entreprise, pour développer le site internet qu'on avait. Bon, c'est pas celui d'actuel, c'est un autre site internet. Celui qu'on a actuellement, c'est un autre. Et du coup, tout simplement, on a été volé par cette agence-là qui a récolté une très grosse somme de toutes nos entrées d'argent, qui nous faisait croire qu'on était déficitaire alors que non. Et donc voilà, donc on a perdu, on va dire, une année et demie de travail dans le vent. Donc ça, on va dire que c'est un échec, mais c'est une très bonne leçon aussi. Ouais, pas faire confiance à n'importe qui. Créer tout seul, ne faire confiance à personne, créer son entreprise seul ou avec des personnes que l'on a très 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 proches. Voilà. Et d'ailleurs, je suis désolée, je passe du coq à l'âne, mais j'aime bien aussi poser la question sur le naming. Comment t'as trouvé les vacances à Dubaï, Mes Vacances à Dubaï? Est-ce que ça a été compliqué pour toi, cette recherche de nom? Alors, très franchement, non. Parce que je cherchais un nom et je me suis dit, comment je pourrais appeler ça? Comment est-ce que les gens
pourront comprendre à travers le nom de mon entreprise que je parle de tourisme et que je parle de Dubaï. Mes vacances à Dubaï. Ouais, tout simplement. Très simple. Ce qui a été le plus compliqué à trouver, c'était le logo. J'avais essayé de faire plusieurs dessins, quelque chose en doré, un palmier, etc. qui représente. Tu t'es occupée du logo toute seule? T'as pas fait appel à... Le logo, j'ai fait appel à un tierce, à une agence tierce, mais c'est moi qui donnais les directives, donc j'en ai fait plusieurs, et puis au final, j'ai tout laissé tomber, j'ai tout gribouillé, j'ai dit, on va l'appeler MVD. Voilà. Ok. Ça se dit dans toutes les langues, c'est facile à lire. Voilà. Et une dernière question avant de passer deux dernières questions avant de passer aux petites questions sur Dubaï. Aujourd'hui, donc tu parlais tout à l'heure des partenariats que tu as fait pour vous faire connaître. Quel est votre budget principal? Est-ce que c'est justement pour vous faire connaître? Est-ce que c'est justement la communication, le RP? Comment aujourd'hui vous développez votre clientèle, à part par le référencement naturel et le bouche à oreille, j'imagine? Alors, le référencement naturel nous aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de clients du coup qui nous trouvent sur Internet en écrivant vacances à Dubaï, voyage à Dubaï, etc. Le bouche à oreille aussi, un client satisfait en amène 10. Donc ça aussi, ça marche pas mal. Mais c'est vrai qu'au début, on a eu besoin des influenceurs. On appelle comme ça les personnes qui ont un certain impact sur les réseaux sociaux. Donc on a eu besoin de ces personnes-là pour nous faire connaître. Au tout début, on a démarché une seule influenceuse qui s'appelle Stéphanie Durand. Et de là, comme elle est très populaire auprès de son audience, mais aussi d'autres personnes de télé-réalité, de célébrités, d'acteurs, etc., après, on a été sollicité par plein d'autres personnes qu'on a pu accueillir à Dubaï pour nous présenter auprès de leur audience. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont tes projets, si tu en as, pour cette agence? Alors, mes projets, ce serait de développer davantage Dubaï, d'en faire une plus grande équipe et aussi, pourquoi pas, d'exporter ce concept-là sous forme de franchise à l'étranger. Dans toutes les grandes villes touristiques du monde. Super. On va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin, qui sont sur Dubaï. L'idée, c'est d'y répondre rapidement. Un souvenir marquant à Dubaï? Alors, assise au paparotti de Dubaï Mall, je tombe nez à nez avec le shir de Dubaï qui se promène tranquillement comme une personne lambda, sans garde, sans rien du tout, et que je le regarde, je dis mais c'est Cheikh Mohamed, et qui me lâche un grand sourire du style oui, c'est moi. Et voilà. Ah ouais. Quelles sont les principales différences culturelles que tu notes avec les pays francophones? Avec les pays une différence culturelle? Par exemple, par rapport au travail. Ah oui, alors déjà les week-ends, puisque ici c'est vendredi, samedi, alors qu'en France c'est samedi, dimanche. De confession musulmane, le mois de Ramadan, on travaille moins, on a plutôt des horaires allégés, donc plutôt cool pour nous. Et puis aussi le déroulé de ce mois-là où tout est fermé, toute la restauration est fermée en journée et que ça vit plus le soir. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage pour nous. On a plus l'impression de vivre ce mois saint qu'en France, par exemple, où c'est un pays laïque et du coup, ils n'ont pas ce système-là. Après, peut-être le côté vestimentaire, la khandora, la abaya, c'est des choses qu'on n'a pas en Europe. Au Maroc, on a la djellaba, mais j'y ai jamais vécu. Mais voilà, plus ce côté-là. Qu'est-ce que tu aimes le moins ou qui te surprend à Dubaï? Que j'aime le moins ou qui me surprend à Dubaï? Très franchement, je vois aucun point négatif à Dubaï, pour être très sincère. Je vois vraiment aucun point négatif dans cette ville, mais non, très franchement, il n'y a rien qui me dérange. Et donc, au contraire, qu'est-ce que tu aimes à Dubaï? La tolérance. Le fait que tout le monde puisse vivre de la manière qu'il souhaite, de faire ce qu'il veut, quand il veut, que personne va le regarder, qu'il soit habillé en mini-short, en mini-haut, ou en voile, ou une kippa, peu importe. Personne va relever quoi que ce soit. C'est un peu comme à Londres, en fin de compte, et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Et aussi, sur un second point, mais qu'on relève tout le temps, c'est la sécurité. Ouais. Le fait de vivre dans une ville où vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans n'importe quel quartier, c'est un soulagement, un confort, je pense, qui n'a pas de prix aujourd'hui. Complètement. Quels sont, justement, toi qui as testé beaucoup d'adresses, quels sont tes endroits préférés à Dubaï, tes adresses favorites?
Alors, j'aime beaucoup le quartier de Palm Jumeirah, dans lequel je vis d'ailleurs. Je l'appelle ma petite campagne, car Dubaï, c'est une ville qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de flux, beaucoup de passages, mais dès qu'on arrive à la Palme, silence complet. Silence complet, hyper calme, donc j'adore beaucoup cet endroit. Et après... comme une adresse que j'aime. Ouais, des restaurants ou des bars ou des endroits où t'aimes bien sortir. Alors après, en termes de restaurants, j'aime beaucoup Zuma, Bagatelle, Billionnaire, C'est la Vie, Verdé, tous les restaurants un petit peu animés, branchés de Dubaï. Pour la journée, j'aime bien me détendre, par exemple les week-ends, One and Only Palm ou alors Royal Mirage. Dans les piscines plutôt calmes, j'aime pas trop les piscines ambiancées. Peut-être que j'ai passé l'âge pour ça. Mais ouais, j'aime bien. Et j'aime bien le Vista Mare, la petite allée à la Palme, pied dans l'eau avec des restaurants, etc. Assez cool. Super chouette. Et une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent, qui sont expatriés à Dubaï ou ailleurs d'ailleurs, et qui tournent en rond dans leur expatriation? Qui tournent en rond dans leur expatriation. Mais pourquoi est-ce qu'ils tournent en rond? Ils savent pas quoi faire. Ils ont... Alors déjà, s'ils tournent en rond... Ils osent pas entreprendre. Alors, si c'est une question dans l'entrepreneuriat... moi, je pousserai toujours les personnes à devenir leur propre patron, puisque c'est déjà une satisfaction personnelle, une liberté au niveau de son emploi du temps et un challenge, mais c'est fait que pour les personnes qui ont les épaules larges, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, parfois des nuits blanches aussi, surtout au début, des déceptions, des échecs, mais la récompense est magnifique. Donc, voilà. Et je conseillerais aussi aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat de bien étudier le marché dans lequel ils se lancent, puisque à Dubaï, c'est une ville où il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont déjà faites. Donc voilà, vraiment faire attention et... c'est une belle ville, Dubaï, mais voilà, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. On n'a pas toutes les aides qu'on peut avoir en France. Donc, faut aussi prendre ça en considération qu'en cas d'échec, il n'y a plus rien. Ça peut faire mal, ouais. Donc, voilà, vraiment bien savoir gérer son investissement, son temps et sa comptabilité. Et ensuite, pour les personnes qui tournent en rond, qui sont expatriées, qui tournent en rond, qui ne s'y retrouvent pas, peut-être essayer d'explorer la ville, de trouver de nouveaux intérêts. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas Dubaï parce que ça manque de nature, ça manque de coins pour se promener, etc. Après, on est dans une autre région du monde, on est au Moyen-Orient, donc il faut plutôt voir ce qu'il se fait au Moyen-Orient. Il y a des excursions, des moments qu'on peut passer dans le désert qui sont magiques et qu'on ne peut pas retrouver en Europe. Une autre culture à découvrir aussi, et voilà. Mais Dubaï, je pense que c'est une ville quand même assez complète. Il y a pas mal de choses à faire et pas mal de choses qui sont proposées. Après, en termes de voyage, on est un peu au centre du monde, donc on est pas mal lotis, on va dire. Ça va, je confirme. Merci beaucoup, Ilham. Merci à vous.